Esperluette. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une tisane et au lit, l'émission sur Esperluette où l'on échange de manière informelle autour d'une thématique. Cet épisode, c'est le dernier de la saison et ensuite, Esperluette prendra une petite, voire une grande pause pour réfléchir à la suite. Après 4 ans et plus de 200 épisodes, je me suis dit que c'était le bon moment de faire un point et de voir comment Esperluette va évoluer. Quoi qu'il en soit, après 4 ans à transporter mon micro sur mon territoire, une chose est certaine, je suis complètement fan de l'audio. Les sons et les voix ont un pouvoir bien particulier et plus je travaille avec, plus j'en suis persuadée, alors j'ai eu envie que cette dernière émission de la saison soit dédiée au pouvoir de l'audio, du podcast, des sons au sens large du terme. Pour en parler avec moi, je suis entourée de 2 autres podcasteuses et podcasteurs, pas tous vauclusiens, mais quasiment. Alors, à mes côtés, Isabelle Sadou. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors toi, tu es rédactrice d'abord, Oui. Et créatrice du podcast La Voix du Parfum, où tu fais entendre les odeurs, c'est ça ? Oui, je fais entendre ce qui habituellement se sent, exactement. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et en face de moi, Théo Boulanger. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, tu es auteur, réalisateur et compositeur de musique de podcast. J'ai tout bon ? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs avec ça que je t'ai découvert, puisque je suis une grande fan de Cerno, pour lequel tu crées toute la musique. C'est ça. Ouais. Belle ambiance, je vous conseille d'aller écouter. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous expliquer un petit peu votre ou vos podcasts rapidement, mais surtout comment vous en êtes arrivé à faire de l'audio ? Allez Isabelle. J'y vais, je plonge. Donc moi, je suis rédactrice, fan des mots écrits à l'origine, puisque je suis journaliste, j'ai beaucoup travaillé dans la presse. Et pour faire très vite, j'ai été happée par un tourbillon sensoriel lorsque j'ai découvert le Grand Musée du Parfum, qui depuis a fermé. Et cette découverte m'a ouvert sur un univers que je ne connaissais absolument pas, que j'ai voulu raconter, du coup, par mes mots. Et puis, petit à petit, j'ai réalisé que la voix, en plus des mots, avait un autre pouvoir pour évoquer les parfums, les fragrances, faire rêver, stimuler l'imaginaire. Donc, avec ces mots-là, je suis passée à l'audio et j'ai créé La Voix du Parfum il y a maintenant une petite année, une grosse année même si elle a mis 1 an pour se préparer. Et aujourd'hui, par le biais des interviews, qui est vraiment le genre journalistique par excellence et que j'adore, je fais parler des acteurs de la filière parfum, des parfumeurs, mais pas seulement, des conférenciers, des passionnés, et qui font connaître leur métier. Et ce pouvoir de l'audio dont on va parler aujourd'hui, il est vraiment, vraiment très fort, d'autant plus qu'il se raccroche à notre sens, qui est donc l'olfaction. Et jouer avec les mots, l'audio et l'olfaction, c'est un réel plaisir. Et tu avais déjà fait de l'audio avant ? Pas du tout. Travaillé Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été interviewée pendant le confinement sur mon métier, comment j'étais passée des mots au parfum. Et puis, ça a donné un podcast interview. Et à la fin de l'interview, la personne qui m'interviewait me dit « Mais lance-toi, ta voix passe. » Je dis « Ma voix, j'en sais rien. » Et voilà. Et je me suis lancée. J'ai lancé des petites capsules sur l'histoire du parfum et puis sur les fleurs à parfum. Et ça a marché. Ouais, moi, je t'ai découvert avec le jasmin. Voilà. Et si ça peut permettre de sentir ou de stimuler l'imaginaire en entendant l'histoire du jasmin ou en ce moment de la rose, par exemple, c'est que ça marche. Je suis ravie. C'est plutôt efficace. Et toi, Théo ? C'était très beau, j'ai bien aimé ton... En plus, c'est vrai que l'odeur et le son, c'est 2 sens qui ne se voient pas. Non. Bon, bref, j'y vois un point commun. Alors, de mon côté, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à écrire. J'étais dysorthographique, dyslexique. Et du coup, tendre le micro, pratiquer l'écriture à travers le montage et à travers la voix, en tout cas, était pour moi une façon, on va dire, de contourner ce problème qui m'est apparu en effet comme un problème, pour parler, en fait, pour discuter, pour étendre un point de vue, on va dire. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné, parce que j'adore le langage, j'adore les mots, et du coup, j'utilise finalement, la voix des autres pour écrire. Je pense que c'est un petit peu comme ça. C'est joli. Et j'utilise la voix des autres. Ils en ont de la chance. Mais oui, je pense que c'est ça qui... Mais t'es arrivé dedans quand ? À quel âge ? Alors oui, pardon. J'ai commencé par la musique déjà.
Un autre langage. Oui, mais qui, pour moi, a beaucoup de similitudes, notamment dans la posture, en tout cas de création, dans la recherche de matière. Bon, on pourra en revenir. Mais disons, oui, j'avais plusieurs groupes de rap quand j'étais jeune, groupes de reggae aussi. Après, j'ai fait, après mes 18 ans, des études d'ingénieur du son. Donc je me suis donc tu t'es lancé directement dans l'audio, oui, c'est dans ça, le son, en tout dans cas. l'audio, Ouais. exactement. Après, je fais plein de stages à Radio France, France Inter, France Culture. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un métier pour diverses raisons et fin 2017, je me suis lancé pleinement dans le podcast parce que depuis plusieurs années en tout cas, je travaillais personnellement pour moi pour réaliser des documentaires que j'ai mis en diffusion sur mon podcast Jardin d'hiver au pluriel. Et donc voilà, il y a eu un boom du podcast fin 2017, début 2018, et maintenant j'y travaille pleinement en tant qu'auteur, réalisateur et compositeur. Rien que ça. Respect. Et alors, le tout premier podcast pour lequel tu as travaillé ? C'est une bonne idée. Alors tout premier, je crois que c'est la musique des couilles sur la table. D'accord. Ensuite, j'ai fait plusieurs compositions musicales pour Binge Audio. Et ensuite, j'ai commencé la réalisation dans une posture professionnelle, parce que je réalisais déjà pour moi. Je crois que c'était Churchill, une fiction sur Churchill. Donc, c'est un podcast sur le film. C'était pour Universal et Binge Audio. Okay. Et puis, La Bonne Graine aussi. C'est un podcast pour la Sorbonne. Et alors, donc, aujourd'hui, tu es à Vaison-la-Romaine. Donc, ça veut dire que tu étais plutôt à Paris avant, si j'entends bien. Exactement, ouais. J'ai grandi à Fort-Calquier. Je suis parti à 18 ans pour les études à Paris. Je suis resté pendant 13 ans. Et ensuite, je suis descendu avec ma compagne et mes 2 enfants à Entrechaux. C'est un petit village côté de Vaison-la-Romaine, pour y trouver un peu plus d'espace. Et donc, ça fonctionne très bien, ça marche bien. Ça marche. On peut faire du podcast ailleurs qu'à Paris. Tout à fait. Et toi, Isabelle, tu es sur Aix ? Moi, je suis à Aix, en effet. Je me suis rapprochée de Grasse, qui est quand même mon terrain de jeu favori, sans aller m'installer à Grasse, parce que c'est un autre monde, de parfumeur en l'occurrence. Et être à Aix, alors c'est un moyen de rester près de la capitale, parce que aussi la parfumerie vit à Paris. J'ai encore beaucoup d'amis et de la famille. Donc c'était un bon compromis, Aix. Donc pas loin de chez toi. Donc voilà, des sudistes en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que le podcast c'est très parisien en tout cas. On est en train de démontrer l'inverse, parce que voilà, il y a peut-être des codes parisiens, mais c'est faux. C'est très urbain aussi, oui. Plus que parisien. Mais oui, très parisien aussi, mais de plus en plus urbain. Et donc peut-être de plus en plus aussi... J'allais dire provincial, mais c'est un des Parisiens qui dit ça. Là, on est provençal. Ouais, c'est provençal. On va dire que le podcast sera provençal. Et justement, est-ce que ça veut dire, oui, quand on dit que c'est plus urbain, ça veut dire que c'est dans le comportement d'écoute pour toi ? Alors peut-être, mais je me suis rendu compte, j'ai eu cette impression en tout cas qu'il y avait beaucoup... D'un coup, ça me dit, genre, je suis pas sûr que ce soit une science exacte, mais en tout cas, beaucoup d'agriculteurs qui écoutent du podcast. Et j'en ai fait part, justement, à un ami qui travaille sur les circuits courts et qui enregistre beaucoup d'agriculteurs. Et en fait, il m'a dit la même chose. Ils écoutent beaucoup de podcasts. Donc, j'ai un ami agriculteur vignoble à Entrechaux, justement. L'avantage de la région, c'est qu'il y a en dehors du soleil, il y a le vent aussi. Et qui écoute des podcasts dans le tracteur, dans son tracteur, et qui est un grand consommateur. Et à chaque fois, il me demande très, très régulièrement des conseils d'écoute. Et donc, il en écoute plus que moi. Au final, parce qu'il est longtemps dans son voilà, c'est ça. Donc, je suis pas sûr. On a vent, en tout cas, des écoutes urbaines. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de temps de transport où on n'est pas actif, mais au final, le transport en voiture est aussi très répandu, surtout par les... Et c'est aussi une très bonne manière d'écouter. Non, je pense qu'il y a une... en tout cas, moi, de ce que je ressens ici, je pense que j'étais une des premières à en faire dans le Vaucluse. Il faut apprendre aux gens, montrer qu'il y a quelque chose de différent, en fait. Je ne sais pas si toi aussi, quand tu fais tes interviews, est-ce que tu as ce moment où tu es obligé d'expliquer comment on écoute le podcast après ? Non. Non. Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon sujet, mais c'est pas une question. Donc après, parmi les auditeurs, il y a en effet pas mal de Parisiens,
parce que le sujet s'y prête. Dans la région provençale, au sens large, grassoise, donc tout cet univers des champs, des plantes à parfum et des laboratoires, il est vrai qu'on me dit d'une ville à l'autre, de mon champ à mon bureau, il y a cette voiture, mais non, c'est pas une question. Et est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire du podcast ? Waouh. Tout le monde peut peindre, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut écrire. Je dis ça, mais moi j'ai du mal à écrire. Mais chacun justement à sa manière, en tout cas. À sa manière, voilà. Mais tout est possible en effet. C'est pas un outil, j'allais dire outil, mais oui, c'est aussi un outil. Mais c'est pas un outil, je dirais trop complexe dans le sens où il est déjà économiquement assez accessible. Et puis, il y a toujours la peur de l'informatique pour certaines personnes, mais qui peut facilement... Enfin, tout dépend de chacun, mais disons qu'il est... Je pense qu'il est plus accessible, en tout cas, facilement que la vidéo. Mais... ça permet des choses... Enfin, moi, je trouve, en tout cas... notamment d'aller interviewer des personnes qui ne veulent pas forcément se faire filmer, ça c'est certain. Et puis, il y a des contraintes de son, si on vraiment veut avoir un son parfait, mais par contre, il y a moins de contraintes, je trouve, qu'avec la vidéo, où on est obligé de faire attention à la lumière, à des raccords, que si on coupe du son, normalement, on ne l'entend pas. Si on coupe de la vidéo, ça va se voir, parce que la personne aura bougé, même si elle fait attention. Donc, je pense qu'il y a effectivement une simplicité par rapport à la vidéo qui est intéressante. Dans un premier abord, mais quand tu parles, il y a une chose qui me vient, c'est que il me semble toutefois qu'il y a plus d'exigences en post-production pour l'écriture. Parce qu'en effet, vu qu'il n'y a pas un soutien d'image qui peut créer des émotions, les émotions, il faut les créer à partir de la voix et du coup, véritablement réinterpréter, mais évidemment en gardant le respect de la personne et de ses pensées, mais les réinterpréter pour mettre en disposition via une écoute qui soit accessible et qui soit vraiment compréhensible et qui soit adaptée finalement à quelque chose qui n'est pas naturel, quoi. Entendre une voix derrière une membrane qui diffuse des formes d'ondes, quoi, derrière des enceintes. Ouais, je suis d'accord. Ouais. À propos de réinterprétation, moi je trouve qu'il y a la voix à faire entendre, à poser et mettre la personne qu'on interviewe à l'aise, mais il y a aussi les silences et ce qu'on ne voit pas, les sourires. Là, on sourit tous, et donc cet enjeu qu'on a à l'audio, on l'a aussi à la vidéo, mais il est, je trouve, plus important. Parce que justement, il n'y a pas de support de vidéo, il n'y a pas le sourire et le visage qui porte la voix. Et donc, faire entendre aussi ces expressions, ces émotions, je trouve que ça fait partie de l'enjeu de l'audio. Ça veut dire que ça demande un plus gros travail d'écriture. Enfin, je dis pas plus en comparaison, en fait. C'est plus parce qu'on a un peu l'impression, quand on se dit podcast, on se dit je vais allumer le micro de mon téléphone et puis je vais interviewer quelqu'un et puis voilà. Il y a une part d'écriture, ça c'est clair, mais aussi alors, coaching, j'aime pas ce terme-là, mais de mettre l'autre à l'aise et donc de préparation. Moi, je sais que je pense que je passe plus de temps à préparer qu'à enregistrer. Alors, à monter, une fois que tu allumes l'enregistrement, ils sont prêts. Presque, oui. Il y a une mise en condition sur laquelle j'insiste beaucoup. Déjà, la pression qu'il n'y a pas de vidéo. L'autre jour, il y a une dame quelqu'un que j'attendais, me dit, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je dis, mais c'est pas la peine, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistrement. Mais ça aurait pu te gêner, toi, Isabelle, non? Je blague. J'ai le droit d'avoir des invités bien coiffés. Voilà, si c'est que ça, non, tout va bien. Et c'est vrai que j'ai dû mettre à l'aise et le micro a été 30 secondes un petit peu impressionnant, mais après, comme il y a ce regard et qu'il n'y a pas de tierce personne qui est le caméraman, il y a un autre enjeu et j'aime bien parce que justement dans les silences, dans les rires, dans les hésitations qu'on entend dans les interviews, c'est tellement je trouve pas les mots là du coup parce que c'est une autre émotion qui ne passe pas par la vidéo, ça c'est clair. Oui, c'est créer un cadre. Moi j'aime bien utiliser le mot cadre. Créer un cadre pour mettre finalement des dispositions à la personne qui puisse être amenée à dire
ce qu'il a besoin de dire au final. Et Mais après, ça, c'est quand on parle de l'écriture, c'est pour des objets assez précis. Enfin, en tout cas, moi, je pense aux documentaires et aux reportages. Donc, c'est ce qui développe du montage. Là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, C'est différent. c'est un peu différent. Bien Le sûr. montage, il se fait par les interactions qu'on a entre nous. Il se fait aussi par ta direction à toi, Marie-Cécile, qui est pointue, qui note sur un petit Hyper cahier, cadré. qui est hyper cadré. Mais c'est un autre métier, hein. Ah oui, complètement. Celui-ci, par exemple, ce métier-là, je le connais pas trop, moi. Ouais. Alors qu'on on le fait toutes les deux, et c'est vrai que c'est une manière de. Moi, je parle d'écrin. Je les invite en disant, voilà, je vous invite dans un écrin. Quand j'ai la chance d'avoir un studio qui s'y prête, vraiment avec l'environnement. C'est quoi un écrin ? Un écrin, alors on l'appelle ça l'écrin quand on veut mettre un bijou. C'est une petite boîte dans laquelle il y a de la mousse et c'est super confortable. Mais c'est une image. Ouais, et là, bien sûr. tu parlais de cadre. C'est Ouais. un autre moyen de leur dire, mais relax, on va être toutes les deux ou tous les deux. On laisse tomber la pression. La voix, elle va pas trembler et confiez-vous, lâchez-vous. On discute, en fait. On c'est discute, ça. c'est une conversation. Et donc, c'est vraiment autre chose que le reportage, certainement, et le documentaire. Mais ça contribue à un audio et du coup à un résultat qui met du lien, qui met de la proximité. Et les gens que j'écoute, les gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, lapsus, le disent en disant, mais on est avec vous. Et si le pari est gagné, là, c'est génial. J'ai écouté Augustin Trapenard en venant. Ah. Et justement, lui, Je suis arrivée trop tôt pour l'écouter. il le fait grâce, on va dire, grâce notamment à son langage, mais aussi à sa voix. Mais parfois, et là, je l'entendais, il se caricature un peu lui-même. Je vais pas critiquer, hein. Mais parce que j'aime bien. Mais on sentait que la personne devant, en tout cas moi, je ressentais qu'il voulait la rentrer dans son cocon, Augustin, mais elle n'était pas prête. Ouais. Et en tout cas, l'interview, donc il y avait une certaine distance qui se créait. Et ça fonctionnait pas trop. Des fois, ça cette marche fois-ci. pas. Et des fois, ça Après, fonctionne merveilleusement bien. C'est le Mais problème je de trouve la ça radio marrant. aussi, je trouve. C'est qu'en fait, la radio, pour en faire aussi, c'est qu'on est obligé de se cadrer dans un timing avec des pauses publicité ou autres, ou musicales. Ce qui fait que, en tout cas, moi, dans ma manière de faire du podcast, moi, je laisse ouvert. C'est-à-dire que là, effectivement, souvent, l'émission Une tisane et au lit, c'est 1 heure. Mais si ça dure 1h15, ça sera 1h15. S'il faut qu'on parle 2 heures, on parlera 2 heures. Et je suis assez libre puisque c'est mon média, que j'ai pas de cadre. Alors qu'à la radio, déjà, il y a le studio, il y a l'équipe, il y a beaucoup de choses qui peuvent impressionner aussi. Et puis il y a ce cadre-là de dire il faut que je tienne, que je fasse des réponses qui sont courtes. Et puis pour aller dans ce style d'émission, ou si pour le peu qu'elle ait beaucoup écouté cette émission-là, ça peut être impressionnant aussi. Oui, c'est ça, mais il y a aussi une fonction, quand Isabelle, tu parlais de cadre, de l'espace qu'il fallait créer, et que je trouvais très intéressant. C'est aussi de quelle manière, finalement, prendre en compte l'autre et s'adapter au final à l'ambiance que la personne dégage ou est au moment présent, et non pas essayer de créer l'inverse, quoi, d'essayer de ramener l'autre. Et c'est ça aussi que permet le podcast, c'est plus de liberté temporelle, mais aussi de liberté où finalement, voilà, si la personne ne veut pas créer un cocon à ce moment-là donné, il faut arrêter et on va essayer de rentrer dans son cocon à elle. Et à ce moment-là, elle se sentira plus à l'aise, quoi. Et c'est là où tu demandais tout à l'heure si tout le monde pouvait en faire. Je pense en effet, mais avec un minimum d'attention ou de ce qu'on appelle d'écoute active. Et c'est vrai, alors particulièrement dans les interviews, moi je l'entretiens et plus j'en fais, plus je développe cette écoute active. Alors on va dire qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire laisser l'autre s'exprimer. Ok, on a des questions, on a un fil rouge et heureusement, mais laisser la porte ouverte à d'autres expressions, à d'autres sentiments, à des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est ça où on a une pépite et on rentre dans son univers. Et après, quand cette personne interviewée s'entend, elle me dit mais je me souviens pas m'être confiée comme ça. J'ai dit ça. Et c'est moi. Ah oui. C'est moi. Oui. Ah là, désolée, je n'ai rien trafiqué. Et là, c'est un retour très très satisfaisant parce que elle a lâché l'appréhension du début et elle s'est confiée. Il y a un côté confidence. Ouais. Et alors dans la parfumerie, et en particulier avec les créateurs de parfums qui sont des artistes, pour leur faire parler de leur création, c'est relativement nouveau évident dans le monde du parfum. Moi, j'y arrive avec plaisir. Il y a une histoire qui fait qu'ils se parlent entre eux et qu'ils savent que quand ils viennent au micro de la voix du parfum, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, c'est de la confidence, c'est de la confiance et de la surprise. Ah ouais,
Écoutez, oui, c'est moi qui ai dit ça. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Hein. C'est moi qui ai raconté ça. Oui, je ne refais pas les voix, donc je n'ai pas encore cette capacité-là. Et justement, comment tu arrives à faire parler de parfum juste avec les oreilles, enfin en tout cas que ça soit destiné aux oreilles. Comment... Je pense que là, tu as plus l'habitude, mais au début, comment tu t'es dit c'est que t'es quand même un sacré défi de se dire au début allez, je fais un podcast, mais sur les parfums. Ouais. Alors, en passant par les interviews, finalement, c'est pas moi qui fais parler les parfums, c'est mes interviewés, c'est les personnes qui en parlent le mieux. Il faut reconnaître que dans la préparation, il y a un champ lexical, c'est-à-dire un certain nombre de mots qui parlent d'eux-mêmes. Dans le parfum, donc il y a les mots-clés, les parfums, parfumerie, fragrance, qui est un synonyme, tous les verbes. Donc j'ai à ma disposition, et là c'est mon amour des mots, un certain nombre de mots ou d'expressions que j'utilise pour provoquer des commentaires, et donc c'est dans mes questions. Il y a un mot qui revient très souvent, mais qu'il ne faut pas utiliser trop pour les parfumeurs, c'est le mot inspiration. Donc la question bateau, d'où vient votre inspiration pour faire ce parfum? D'où vient ton inspiration pour faire ton podcast? Question suivante. Ton aspiration. Mon aspiration. Il y a des mots que je n'utilise pas, par ailleurs, comme le mot nez, N-E-Z. Nous ne sommes pas réduits à des bouches, à des mains, et eux encore moins à des nez. Donc ça, ils apprécient. Voilà. Et en fait, c'est un langage qu'ils connaissent, qu'ils lisent, qu'ils entendent, qu'ils n'utilisent pas forcément parce qu'ils ne sont pas tant que ça sollicités, mais une fois qu'ils se retrouvent face au micro, finalement, c'est eux qui... Je vais dans leur univers, comme on disait tout à l'heure, avec leur vocabulaire, et par cette écoute active, je les laisse s'exprimer. Donc, Oui, donc ça veut dire qu'il te faut quand même une sacrée connaissance du milieu pour justement éviter... parce que si tu commences à parler du nez ou de l'inspiration, et que tu bloques la personne en face de toi... Là, ton interview, elle est ratée. Alors, le podcast, je l'ai créé il y a 1 an, mais ça fait 6 ans que je suis dans le monde du parfum et je ne me voyais pas lancer un podcast au bout d'1 an. Et je me suis nourrie, je me suis formée, j'ai rencontré énormément de créateurs et d'acteurs de la filière parfum pour accumuler toutes ces connaissances. Et cette légitimité de créer un podcast et de faire parler des parfumeurs, elle est venue au bout de 5 ans. Donc voilà, donc le podcast, il a 1 an, il a plein de projets de développement et plein d'idées pour aller plus loin, mais ce n'était possible que parce que j'avais ce bagage finalement et ces connaissances et le réseau. Parce que convaincre des parfumeurs de parler, de se confier à, entre guillemets, une inconnue que j'étais peut-être à l'époque, voilà, c'est un autre défi. Ça, c'est sûr. Quoique des fois, quand on arrive avec un micro, ça aide quand même. Enfin, moi, je trouve que ça m'a permis de rencontrer certaines personnes que la caméra, c'est clair. Que je n'aurais pas réussi. Ouais, en plus. Voilà, mais après, ça peut être aussi intéressant de rentrer dans ce sujet-là de manière un peu candide et de laisser venir justement les parfumeurs expliquer que... qui n'utilisent pas le mot nez, par exemple, ou qui... Oui, enfin, en tout cas, ça, je trouvais ça intéressant. Et j'ai envie d'en entendre pourquoi il n'utilise pas. Et puis, finalement, sentir aussi, à travers tous ces podcasts, la découverte de ce métier-là. Mais après, c'est bien aussi d'y rentrer en étant connaisseuse. Mais... Alors, je ne dis pas que je suis connaisseuse, il y en a qui le sont beaucoup plus, mais il y a 5 ans, il n'y avait pas encore de podcast consacré à ces parfumeurs. Maintenant, il y en a beaucoup plus, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup plus de podcasts aujourd'hui. Voilà, c'est proportionnel. Mais en fait, il y a une confiance qui s'est mise naturellement en place. Et voilà, c'est des échanges. Et alors toi, Théo, si on part vraiment de la partie musicale, puisque c'est par là que je t'ai rencontré, enfin, de manière auditive... Comment tu travailles sur la musique d'un podcast? On va parler de Cerno parce que c'est celui que j'écoute souvent et qui me transporte à chaque fois. Donc Cerno, pour expliquer rapidement, c'est le podcast de Julien Cernobori qui est autour ce qu'il appelle une anti-enquête sur des serial killers qui ont tué des vieilles dames pendant les années 80. Donc le sujet est quand même assez glauque. Même si lui le traite de... Avec le parfum. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il le traite d'une manière sociologique. En fait, il s'intéresse beaucoup à l'histoire des victimes plutôt qu'aux détails, même si on en parle un peu des meurtres. Comment t'arrives... Donc, il est arrivé avec ce sujet-là en te disant « je veux une musique ». Comment ça s'est passé? À ce moment-là, on travaillait tous les deux chez Binge Audio, quand ce projet a émergé dans sa tête. Et j'avais déjà... donc, il était directeur artistique de Binge Audio pour plusieurs podcasts. Donc, Binge Audio, c'est une société de production de podcasts. Voilà.
Pour expliquer. C'est ça. Un média, du coup, je ne sais pas si on appelle ça un média. Mais en effet, une société de Ouais, production, une société, quelques-unes sur oui, la parce qu'ils ont place. plusieurs podcasts. Oui, c'est vrai, tout à fait. Pour ceux Ils produisent des voilà, podcasts pour connaissent les pas. entreprises et pour les marques. Ouais. Mais non, parce que c'est aussi un média, ils produisent pour eux. Et aussi pour eux, oui. Plusieurs, Ils ont plusieurs contenus. Ouais. Et donc, il avait ça en tête. On se connaissait déjà depuis un certain temps. En tout cas, vous moi, aviez j'avais déjà bossé travaillé ensemble. avec lui en 2006 dans son émission à France Inter qui s'appelait Village People avec Aurélie Sfez, où il parcourait les villages. Donc déjà, il avait cette tendance à... Enfin, cette tendance, il a toujours eu cette tendance en tout cas à enregistrer des personnes qu'il ne connaissait pas dans la rue. Oui, en plus, c'est ça, il Avec part avec son micro, il laisse ouais, ouvert c'est et il laisse venir. On parlait d'écriture, lui, il Lui, laisse. il écrit, ça. il écrit déjà avec son micro, avec sa posture, avec son cadre, avec ses mots, et puis ensuite énormément au montage. Et donc là, c'est très très compliqué parce qu'au début d'un projet, il y a énormément de recherche, il y a énormément de remise en question. On cherche, on va dans tous les chemins, on revient en arrière. En tout cas, de manière générale, quand je compose, je me demande parfois si je compose pas davantage pour la personne qui porte le projet que pour le projet en lui-même. D'accord. Parce que le projet en lui-même, il n'existe pas encore. Oui, il t'a pas donné un épisode en te disant ça c'est le premier, fais-moi une musique dessus. Non. Il a exposé son projet, ses envies, mais ses doutes aussi. Et il voulait l'appeler déjà, il me semble que c'est arrivé assez tôt, Cerno, donc, qui est la moitié de son nom, Cerno Bory. Donc ça veut dire quand même pas mal de choses, quoi. C'est déjà son attitude et son écriture et sa démarche qui mettait en avant davantage que son sujet. Comme si le sujet était prétexte finalement à s'exprimer. Et ce qui fait que là, ça avait beaucoup plus de sens de composer pour lui que pour le sujet en lui-même. Même si le sujet en lui-même a son importance parce que t'aurais pas fait le même style de musique. Possiblement que non. Enfin, peut-être que j'aurais pas utilisé les mêmes instruments, mais j'aurais pu utiliser les mêmes tonalités, par exemple. J'en sais trop rien. Je dis ça parce que, en effet, ces deux meurtriers ont agi dans les années 80. Donc l'influence de la musique des années 80 était assez présente. Et puis aussi celui de tirer des sons du passé. J'ai dit 10 sons, mais en tout cas des faits divers du passé. Bon, c'est pas faits divers, j'ai un peu du mal avec ce mot là d'ailleurs. Dès que je l'entends de ma bouche, ça fait bizarre. Mais disons de ces meurtres et puis de ces vieilles dames. De les faire réapparaître finalement comme des fantômes. C'est tout un univers en tout cas temporel qu'il fallait sentir aussi dans la texture des sons, etc. Et puis sa démarche un peu burlesque au départ, qui devient en fait concrète quand on l'écoute, mais qui est celui de parcourir les rues, de parcourir les halls d'immeubles et d'interroger des gens qui sont présents en leur parlant des meurtres qui sont passés il y a 25-30 ans, des gens qui sont arrivés bien plus tard et qui comprennent pas pourquoi ils sont interviewés à ce sujet-là parce qu'ils ont rien à dire et qu'en fait, ils ont plein de choses à dire, mais c'est leur portrait à eux et lui il monte en tout cas leur voix en parallèle de ce sujet-là. Et bon, le dire et l'exprimer, essayer d'expliquer ça comme ça dans un micro à des personnes qui ne connaissent pas, c'est complètement farfelu, mais en tout cas ça prend énormément de sens quand on l'écoute. Mais du moins ce côté un peu burlesque, j'avais aussi envie de le faire sentir en musique. Voilà, c'est plein de détails comme ça. Donc ça veut dire que tu as créé des musiques et tu lui as proposé. Alors, oui, merci. Il t'en a demandé plusieurs, parce qu'il n'y en a pas qu'une de musique, ça a évolué, en tout cas, il y en a plein. Je crois que tu as fait un album, non ? J'en ai fait un petit, mais il faudrait que j'en fasse d'autres. Mais non, on ne compte même plus les musiques qui sont présentes. Je sais pas, il y en aura 40, je pense. Mais il y a de quoi faire quelques albums. Avec des nappes, etc. Mais... avec des nappes, explique. Oui, pardon. Qu'est-ce que c'est une nappe ? En tout cas, là
la manière dont Julien travaille, et c'est cette manière dont je travaille maintenant, c'est celui de créer comment on appelle ça, de la matière qui permet en tout cas d'être utilisée à plein d'endroits différents. La matière, c'est des musiques assez chargées, c'est-à-dire avec plein d'instruments, et qui, dans sa structure musicale, racontent plein de choses. Des musiques très simples, avec moins d'instruments, et dans sa structure musicale, raconte un petit peu moins de choses, mais de diverses manières, tristes, comment on appelle ça, inquiétantes, oui, avec des ambiances différentes. Puis des nappes, donc c'est vraiment un son encore plus simple qui donne une couleur, une tonalité, et qui peut être utilisé comme oui, j'ai pas peur de le dire, comme du papier peint dans une maison. Ce que tu appelles une nappe, c'est-à-dire qu'on a une musique et il y a potentiellement de la voix au-dessus. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre de créer un écrin. Tu parlais d'écrin tout à l'heure sur la parole et une ambiance autour de ça aussi. Donc en fait, ça veut dire qu'il a un stock entre guillemets de musique et il les réutilise après au montage selon ce qu'il a envie de faire. Exactement. En fait, je lui ai créé au fil du temps une bibliothèque musicale. Il t'a dit, il me manque ça, j'ai besoin de ça. Exactement. Et puis après, au bout d'un moment, certaines musiques tournent un petit peu trop, il en a un petit peu marre, on va dire, et il a envie d'être surpris par autre chose, donc j'en compose d'autres. Et en fait, c'est les auditeurs aussi qui sont surpris. Quand il ressent quelque chose, souvent, les auditeurs peuvent le ressentir aussi. Donc il fait très attention à ça, et vu qu'il a beaucoup de sensibilité. On échange souvent et voilà. Oui, puis il a une communauté, il a créé une communauté autour où pareil, ça échange autour il y a plein d'enquêteurs avec lui, enfin c'est devenu faut rappeler qu'il y a 90 épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes, sans compter les épisodes bonus. Pour moi c'est certainement l'œuvre de sa vie, mais c'est aussi une œuvre véritablement qui est représentatif de l'audio, du podcast français, et puis du fait aussi, je pense qu'on peut créer des œuvres d'art, je pense, en audio, et lui, il en a créé une. Oui, je suis assez d'accord. Surtout sur un sujet qui n'était pas évident à la base, quand même. Quand même. Parce que c'est pas hyper gay. Non, mais voilà, moi j'aime bien son approche justement sociologique et de donner cette... C'est là où l'angle, il est intéressant, il est important aussi de réfléchir sur un podcast, parce qu'on a un sujet. Donc là, si on parle de Cerno, c'est vraiment... c'est serial killer, donc il fait une enquête, il essaye de voir ce qui s'est passé. Mais d'avoir cette envie d'aller interroger les gens qui habitent dans ces quartiers où il y a eu les vieilles dames qui ont été tuées. Donc effectivement, des fois, on a des interviews de personnes qui n'ont de près rien à voir avec, qui n'étaient pas là au moment du meurtre, mais qui racontent leur histoire parce qu'ils ont un magasin, parce qu'ils sont là, juste là, à ce moment-là. Puis ça touche des sujets universels, ça explore tout. Moi, j'ai hâte qu'un jour... il y ait un commissaire d'exposition qui propose, par exemple, une exposition de Cerno à Beaubourg, tu vois. Ah. Mais je dis ça comme ça je pense véritablement qu'il a toute sa place dans l'histoire de l'art même. Bon. Ça veut dire que les gens qui font du podcast sont des artistes. Et à chaque fois, je pense qu'on le dit pas suffisamment souvent, mais en tout cas, oui, c'est une expression artistique. Tout à fait qui est véritable, mais qui demande encore à avoir, on va dire, ses créations historiques. En radio, donc je sais qu'il y a des structures, notamment comme Phonurgia Genova, qui est chapeautée, on va dire, en tout cas qui est dirigée par Marc Jacquin, et qui travaille énormément sur ça, sur mettre en avant des documentaires ou des créations, en tout cas audio et radiophoniques, historiques, etc., qui font preuve, en tout cas, d'un réel sens artistique pour mettre en avant l'audio et sa place, en tout cas, dans l'art. Mais je pense qu'avec le podcast, ça peut venir, on va dire, plus rapidement, parce qu'il y a une liberté qui est... parce que surtout ça donne l'accessibilité en fait à tout le monde, comme tu disais au début, quoi. Alors qu'avant, le monde de la radio était accessibilité à des structures, à des gens qui, bien sûr, dans des productions, Radio France, etc., ou même les radios associatives, mais il fallait en tout cas... Il fallait réussir à rentrer dans des studios, etc. Maintenant, les studios, ils peuvent se trouver partout. Isabelle, je te voyais acquiescer sur le fait que les podcasteurs
étaient des artistes? Les podcasteurs, oui, je sais pas, mais le résultat, le média, qui est un langage finalement, un média, un support de communication, d'information, de diffusion, par ce côté spontané, par l'utilisation des sens, donc l'audio, l'ouïe, me font penser qu'en effet, il y a une partie artistique dans la création. Tu parles de la musique, donc forcément, si c'est pas de l'art, je sais pas ce que c'est. Tout l'habillage, même les silences, quoi. La façon dont je monte mes interviews, c'est pas saccadé. Il y a quelque chose de travaillé. Sans me revendiquer artiste, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de la création. Et la deuxième chose que m'évoquent tes propos, c'est que justement, tu parlais de ce podcast à Beaubourg. Moi, je rêve de monter une exposition avec des artistes qui existent déjà, dans lesquels aussi on pourrait entendre et sentir. Bon, ça c'est un projet en cours, où tu es devant une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, tu as un casque qui t'évoque quelque chose sur l'artiste, et en même temps tu sens. Voilà. Donc ça, c'est en cours, et j'ai pas encore vu que les trois étaient associés, donc on est dans l'art. Tu nous inviteras, hein. Oui, je vous enverrai une invitation. Et c'est de la technique après, mais l'idée est là. Et puis le deuxième aspect de ce côté œuvre d'art et de patrimoine, en fait, aussi, comme le racontent certainement ces 90 épisodes, on participe de la mémoire et de l'héritage de certains aspects. Et là, en parfumerie, ça bouge tellement qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai interviewé 2 parfumeurs qui ont 30 à 40 ans de maison derrière eux. Pour la nouvelle génération ou pour ceux qui vont l'écouter dans ne serait-ce que 5-10 ans, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine de l'évolution. Et ils vont apprendre de ces seniors dans la parfumerie, alors que la parfumerie ne sera pas du tout celle qui est aujourd'hui. Donc on fait partie d'un maillon de la chaîne artistique, créatrice, historique. Tout ça, c'est lié. Donc oui, je pense qu'on a un petit côté arty qu'il faut revendiquer. Partie créative, ça c'est certain, de toute façon. Ouais. Et alors, il n'y a pas longtemps, moi j'ai animé un petit atelier podcast, enfin en tout cas pour présenter ce que c'était le média podcast à des étudiants en communication. Donc je me suis retrouvée face à des élèves qui avaient une vingtaine d'années et qui m'ont gentiment dit, bon, c'était en rigolant, mais il y avait quand même un fond derrière, que bah oui, mais eux, cette génération-là, ils étaient surtout sur l'image en fait, et que pour eux, c'était l'image, et s'il n'y avait pas d'image, forcément, ça allait moins les intéresser, et qu'ils n'avaient pas cette habitude-là. Bon, je lui ai répondu qu'on avait prévu la mort de la radio quand la télé est arrivée, et qu'au final, elle est toujours là. Mais justement, j'ai l'impression des fois, quand je parle du son, que je me mets en face à des gens qui font de la vidéo et de dire c'est mieux. Et il y a peut-être quelque chose de complémentaire à créer, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu séparés. Je sais pas, vous n'avez pas cette impression-là? Alors, c'est pas l'un ou l'autre, je pense pas qu'il faille les mettre dos à dos. Et moi, j'ai des échos inverses de jeunes, donc c'est millennials, qui disent, mais ras-le-bol de l'écran. Oui, ben voilà, c'est ce que je leur ai dit aussi. Moi, j'ai des étudiants qui me disent, moi, les cours en audio, si on pouvait me donner des cours en audio, ça m'irait. En prenant des notes, pas figées. Ils ont quand même passé 2-3 ans derrière des cours à distance, ils sont saturés. Donc, de l'image, donc de l'écran, même si la vidéo, donc ça peut pas dire qu'ils excluent la vidéo, ils sont encore fanas et moi, j'ai un fils qui crée des vidéos et qui m'a initié justement à cet univers. Mais en l'occurrence, l'audio a beaucoup d'avenir pour ces raisons-là. C'est qu'on sature d'écran à un moment. Je veux dire que ce sera définitif. D'autant que quand il parle d'écran, au final, il pense à du visuel qui est soutenu par l'audio. En plus, oui. Donc, mais après, ça fait aussi partie, d'une certaine manière, possiblement en tout cas de notre biologie. On entend une chose, on va tout de suite se tourner la tête pour voir ce que c'est. Et d'où le problème des voitures électriques, s'il n'y avait pas de musique dans la voiture, ça serait gênant. Mais là, dans ce que je viens de dire, justement, il y a tout un sens qui, comment on appelle ça, qui est révélateur, c'est-à-dire que déjà ce qu'on entend, c'est pas forcément ce que c'est. Enfin, on sait pas forcément ce que c'est. Donc, moi, c'est aussi une posture que j'ai quand je travaille le son, c'est l'exigence qu'il y a dans le travail, en tout cas que je fais, pas seulement au mixage, mais aussi dans la composition vocale, etc., du contenu, pour vraiment faire comprendre ce que c'est, ce qu'on entend, où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Je pense que il y a beaucoup plus d'exigence en son, du moins. Et du coup, ça fait aussi... ça donne une posture, en tout cas,
à l'inverse, ça rend compte en tout cas des éléments extérieurs ensuite, après, différemment. Bon, là, c'est un peu flou. Mais disons qu'il y a une chose aussi que l'épisode s'appelle Le pouvoir du son. Moi, il m'est arrivé, je ne vais pas m'éterniser dessus, si, mais vas-y, on a le temps. Il m'est arrivé en tout cas, dans 2 phases de ma vie, de ne plus supporter le son. Donc d'avoir des crises d'hyperacousie, parce que je travaille beaucoup, il y a aussi beaucoup de stress, d'anxiété. Et puis, ce que ça apprend en tout cas, donc l'hyperacousie, c'est quand l'apparition d'un son, même de très faible niveau, donne le sentiment cerveau d'être agressé. C'était une feuille de papier toilette le matin qui m'agressait, donc c'était assez critique. Mais ce que j'ai appris là, c'était que, en tout cas ce que j'en ai compris comme ça, chez les mammifères, le son était le premier système d'alerte qui apparaissait, quoi, une alerte de violence ou autre. De danger. De risque, de danger, avant etc. Ouais. Avant l'odeur, avant la vue. C'est plus rapide. Le son se propage plus rapidement que l'odeur. Et la lumière se propage plus rapidement que le son. Et en effet, ça donne en tout cas biologiquement une posture dans le son qui est différente que celle du visuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de comparer. Oui, c'est ça, c'est pas l'un contre l'autre en fait. Oui, c'est ça. Mais comme tu disais, c'est complémentaire. Et puis, sauf que voilà, il y a quand même une chose, c'est qu'on connaît très 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 bien le son, mais plus inconsciemment que consciemment. Et écouter des podcasts, ça demande, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, d'avoir une posture un petit peu juste ouverte au départ et de se rendre compte finalement que ça peut être incroyable, quoi. Il y a un festival à Forcalquier, justement, dans ma ville d'enfance, qui s'appelle Numéro 0, et qui, chaque année, font des choses extraordinaires. Donc, des diffusions de documentaires visuels, mais sonores aussi, dans un cinéma. Le cinéma Le Bourguet à Forcalquier. Et en gros, c'est tu t'assois, tu fermes les yeux. On ferme les yeux, l'écran s'éteint, et ce qui est drôle, c'est qu'on est dans le cadre du cinéma, c'est-à-dire bien assis, confortable dans des sièges, entouré de personnes qui écoutent la même chose. Ce qui fait qu'on écoute aussi souvent à travers les autres. Et c'est les réactions des autres. La réaction des autres, etc. Et c'est vraiment et souvent, ceux qui viennent par accident, on va dire, ici, à cet endroit-là, sont tout le temps épatés et reçoivent toujours des choses. Ils sortent jamais déçus, on va dire, parce que y a une découverte qui se passe. Oui, mais je pense que, je sais pas toi Isabelle, mais moi à force de faire du podcast, je me rends compte que j'écoute les choses maintenant différemment. Bon, j'ai toujours été très sensible au son, donc, mais sans vraiment le conscientiser. Et le fait de faire du podcast, après de réécouter au montage aussi, tout ça, de se rendre compte des fois, tu parlais des silences, mais des bruits d'ambiance, des choses comme ça. Je pense qu'on a une culture aujourd'hui qui développe pas, en tout cas qui travaille pas trop l'ouïe, et que le podcast permet ça en fait, de voir les choses, entendre, voilà, il y a pas de mots, découvrir les choses peut-être différemment sous un autre angle. Je sais pas si toi t'as eu l'impression que ton oreille au fur et à mesure Alors non seulement l'oreille mais le nez, j'ai les sens qui sont décuplés. Plus je travaille la voix et le nez, finalement, plus je sens, plus j'écoute, plus j'entends, plus mes sens, d'ailleurs à certains moments, à devenir insupportable. Il y a des sons et plus que des odeurs, non, même autant, qui sont, j'appelle ça à fleur de peau, quoi. Je peux être hyper sensible, mais au point que ça peut être très très désagréable. Donc je sais pas comment on résout ça quand il y a des sons qui sont je crois qu'il faut arrêter. Ah oui, non, si c'est un son en général, il faut arrêter d'entendre. Non, c'est tout l'inverse en fait. Ah ouais. Ah oui, voilà. Oui, c'est-à-dire que ça vient pas du son en lui-même, ça vient d'une posture physique qui est celle d'une concentration de tension. Et c'est assez drôle d'ailleurs de devoir réparer justement l'hyperacousie en étant obligé finalement d'entendre tout le temps. Et c'est ce que m'a proposé un médecin, c'est de D'accord, oui, moi je pensais qu'il fallait un peu comme la voix quand elle commence à partir. C'est ce que tout le monde pense, mais les au chanteurs, final, ils arrêtent de chanter. Oui, mais c'est ce que tout le monde pense, mais au final, quand
Quand tu te mets dans le noir pendant 10 heures d'affilée, si tu sors, je dis ça, quand on sort, c'est très agressif, donc il faut un temps d'attente. Si tu te mets dans le noir pendant un mois, il faut presque j'en sais trop rien, mais il faut énormément de temps pour se réadapter à la lumière. En fait, le son, c'est la même chose. Okay. Mais c'est simplement le cerveau qui se trompe finalement, qui baisse le référentiel et a le sentiment que ce qu'il entend est très agressif alors qu'il ne l'est pas. Et donc c'est un jeu avec sa propre inconscience, sa propre biologie, c'est assez compliqué. Avec son propre anxiété, en fait, c'est l'anxiété qui dévoile surtout tout ça. D'accord, ok. Ouais. Oui, donc c'est vraiment... Oui, c'est quelque chose... Il y a un lien entre, effectivement, le cerveau, l'ouïe, tous les différents sens qu'on a, complètement. Très bien. Et alors, si on parle un peu podcast d'entreprise, communication un peu plus sérieuse, entre guillemets, c'est quoi votre approche, vous, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui veut faire un podcast en dehors, alors peut-être sortir de l'interview, mais même si c'est de l'interview, comment vous réagissez, comment vous travaillez avec eux pour trouver le bon angle? Comment ça se passe? C'est arrivé récemment et ça va bientôt sortir pour une maison de parfum. Décidément. Bravo. Alors après, on a hâte d'écouter maintenant. Voilà. Alors là, c'est l'interview parce que c'est par ce biais-là. Voilà, par ce biais-là. Et la démarche est, on va enfin donner la parole à nos parfumeurs maison. On va les faire s'exprimer avec ton approche, qui est vraiment cette approche de questions-réponses journalistiques. Et on va les laisser... vraiment dire ce qu'ils ont envie de dire et qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de dire. Alors, c'est vrai qu'on les entend pas beaucoup. Non, on les entend pas beaucoup. Alors, ils donnent beaucoup d'interviews qui sont retranscrites, et je sais de quoi je parle, mais l'écrit, par définition, n'est pas la voix et a ses limites, parce qu'on peut pas écrire tout le contenu de ce qu'on entend lors d'une interview, et pourtant, voilà, c'est synthétisé, il y a beaucoup de pertes, mais je remets pas en question l'écrit, parce que c'est quand même... C'est complémentaire aussi. Et en plus, on prépare les podcasts avec de l'écrit. Et donc, la maison de parfum me dit, on va choisir 6 parfumeurs maison et on va leur donner la parole, et avec la même démarche que celle de la voix du parfum. Et donc en amont, on choisit une ligne éditoriale, des questions auxquelles le client aimerait avoir des éléments de réponse qui sont plus institutionnels, donc liés à la marque. Et puis moi, derrière, je rassemble toute la documentation qu'il y a déjà sur ces parfumeurs, et je fais comme avec les interviews de la voix du parfum, je me documente, j'assimile et je crée une ligne directrice avec un certain nombre de questions que j'envoie au préalable pour validation, et là, pour l'instant, ça se marche bien. Et lors de l'interview, le ou la parfumeur a ses questions, mais il ne s'agissait pas de les préparer et de répondre à l'avance, mais ça la rassure, ça le rassure. C'est vrai que j'ai toujours un petit souci à envoyer les questions avant, aussi, parce que des fois, ils préparent les réponses et ça fait un peu récitation. Anecdote, l'un des parfumeurs a été venu lors d'une interview, il m'avait dit juste avant, j'ai tout écrit, j'ai la réponse écrite à toutes les questions. Je dis très bien, ok. Et on s'est retrouvé devant le micro, il avait oublié ses papiers. Yes. Et il a été... Acte manqué, très bien. Il a été super. Donc, oui. Après, c'est l'inconscient, c'est le cerveau qui a enregistré des mots-clés. Ça l'avait rassuré. C'est comme si il arrivait sur un ring et puis il pouvait... Mais au moins, il a été naturel après dans ses réponses. Super parce spontané. Que tout écrire, c'est le problème. Voilà. C'est que derrière... Et une autre est venue avec pas tout, mais des mots qu'elle voulait absolument ne pas oublier. Donc ça a été un peu comme des balises. Et ça, c'est bien. Donc moi, j'envoie jamais les questions préalables. Mais là, le client me demandait... OK. Et finalement, ça les rassure aussi. Et ils sont pas pris de court, même s'il y a quand même beaucoup d'improvisation et de discussion. Voilà. Donc là, c'est le projet client idéal. Et tu valides tout et que tout se passe bien. Voilà, et on partage sur nos réseaux respectifs, sur nos sites respectifs. C'est plus que client, c'est une grosse belle collaboration, un partenariat. Bien sûr. Et c'est exactement dans cette démarche-là que je touche la filière parfum qui doit être convaincue encore, parce que c'est que des podcasts de marque, c'est un média de communication d'information qui va toucher notre clientèle, un autre public, les millennials dont on parlait tout à l'heure, qui sont leurs futurs collaborateurs et leurs futurs clients. Oui, ça va leur permettre de sortir aussi, parce que c'est vrai que moi, typiquement, je te l'ai dit quand on s'est rencontrés, je ne mets pas de parfum. Voilà. C'est quelque chose, ça tient pas sur ma peau. Je suis assez sensible aux odeurs, donc ça peut vite être entêtant. Ça n'empêche pas que j'écoute ton podcast et que ça m'a permis de découvrir des marques, des univers et que des métiers. Voilà, des métiers. Donc et que potentiellement, si un jour j'ai besoin de parfum ou que je réfléchis à des choses, je vais repenser à ça. Et donc moi, je trouve que ça permet vraiment d'élargir la cible, en tout cas les.
Et donc les marques commencent, enfin, déjà avec celle-là, à comprendre qu'il y a un enjeu. Il y a quelque chose à faire avec le duo. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. C'est ça. Et toi, Théo, alors toi, on a parlé musique, mais tu fais pas que de la musique, tu crées aussi des podcasts et voilà, tu fais beaucoup de choses. Comment tu réfléchis à un projet quand il y a quelqu'un qui vient avec une idée ? C'est une lourde question, une grande question. Mais je pose pas que des questions faciles. Disons que c'est bien d'être toujours en recherche à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se mettre, et donc il y a rien de fixe dans tout ça. Ça évolue à chaque fois, mais en effet, à force de travailler, on se demande aussi qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut travailler, qu'est-ce qu'on souhaite, sur quoi on est le plus sensible en tout cas. Et en tout cas de mon côté, j'aime bien travailler sur les... C'est un peu simple à dire, mais disons sur les émotions. Et ça a toujours la difficulté d'être, comment on appelle ça, de ne pas pouvoir être prévu, on va dire. On peut pas prévoir les émotions qu'on va avoir, ce qu'on va dire, etc. J'ai toujours l'impression, dans n'importe quel sujet, de rentrer dans une mine et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'aime bien l'idée de la mine où il fait noir et que on est ça. Beaucoup avec Louis. Et puis on éclaire avec nos micros et bon bref. Donc je vais donner un exemple pour être plus précis et concret. Je donne souvent cet exemple. On a été contacté, en tout cas par Louis Média, qui est aussi une autre société de production de podcasts, et qui eux-mêmes a été contacté, enfin, qui devait faire un podcast en tout cas pour Flying Blue. Ok. Donc c'est la société qui permet de donner des points. Oui, d'accord. Fidélité. Fidélité, voilà, c'est ça, la fidélité pour la France, merci. Je ne prends pas assez l'avion pour... Moi non plus, je ne prends pas. Et donc, du coup, eux, ils avaient le besoin de créer une histoire pour redonner, en tout cas, les sensations et les émotions de s'envoler. D'accord. Dans les airs. Et c'est assez beau. Déjà, c'est poétique, ça peut être poétique. Et donc, le but était de partir en voyage avec une personne qui n'avait jamais pris l'avion. Et là, ce qui est agréable dans ce projet-là, c'est qu'il est assez simple de convaincre, en tout cas, les personnes avec qui on travaille, de ne pas savoir ce qu'on va pouvoir prendre et d'être dans une posture ouverte, d'écoute et surtout de confiance qu'on va prendre plein de choses. C'est chouette quand tu as un partenariat comme ça et que ouais. te laisse... Donc ça veut dire que tu pars avec ton micro à côté de cette personne qui prend l'avion pour la première fois ? Exactement. Okay. Donc on a fait ça avec Mireille Royer. Donc on était tous les deux à partir avec cette personne-là. On est parti à Madrid pendant 4 jours. On a pris l'avion pour la première... Enfin, elle a pris l'avion pour la première fois. Et voilà, on a vraiment créé un cadre pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'on se sente à l'aise, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise aussi à l'inverse, bref. Et l'idée, c'est de vivre l'expérience avec elle, avec le plus de sincérité possible. Et ça, j'y reviendrai parce qu'en effet, pour moi, c'est quand on cherche quelque chose, justement, j'ai assez peu, j'ai jamais de questions à poser. J'ai une démarche et un objectif, on va dire, d'essayer de comprendre la personne qui est en face de moi, de ressentir ce qu'elle est, sa position par rapport au sujet, et bien évidemment, et voilà, avec cet objectif, avec une fin, une finalité aussi au final, mais bref, d'être oui, plus dans une posture que dans des questions définies. Comme ça te donne la liberté aussi véritablement de pouvoir changer complètement d'objectif si jamais je me rends compte sur place que cette personne est différente, ou du moins a des choses à dire qui sont plus intéressantes, qui va permettre en tout cas de déployer des émotions et quand tu as un client qui te laisse cette ouverture-là, c'est quand même c'est chouette aussi. Voilà, c'est ça. Alors après, il faut... les personnes avec qui je travaille, c'est un dialogue, donc il n'y a rien qui est fixe. C'est vrai que si c'est eux qui donnent l'argent, mais ils sont contents aussi qu'on leur explique
pourquoi on veut faire ci, pourquoi on veut faire ça, et pourquoi on doit faire ci ou ça. Et si on fait pas comme ça, il faut leur expliquer les conséquences. Et des fois, il y a des compromis. Des fois, je travaille souvent avec des autrices, donc là, de plus en plus, je suis co-auteur avec elles. Et donc, des fois, c'est la personne avec qui je travaille qui va poser les questions. Et moi, je travaille sur un autre sujet, qui est la rénovation de Notre-Dame de Paris. Gros sujet. Pour Slate. Et en effet, je travaille avec Marie Thierry, qui a cette posture un petit peu plus... on va dire journalistique entre guillemets, mais voilà, on se complète quoi, on se complète. Un compromis. Là aussi, il devrait y avoir des belles odeurs. Enfin, en tout cas, ça peut être aussi un angle. Je sais pas pourquoi ça m'est venu tout de suite sur la rénovation de Notre-Dame de Paris. Il y a sûrement plein d'odeurs. Oui, et puis on travaille à partir des matières premières, on va dire. Donc le premier épisode, c'est sur le bois. On a assisté à une coupe d'un chêne de 350 ans et ça sentait la rose. Justement, le lien avec ton dernier épisode. Non, alors il y a un autre angle sur le parfum ou les odeurs, en effet, c'est de raconter les lieux historiques avec leurs odeurs. Et donc c'est un peu la même démarche. Bon, Notre-Dame de Paris étant quand même un gros symbole, mais on a un patrimoine historique et architectural passionnant. Alors il suffit de pas aller très loin, ne serait-ce que faire parler le Palais des Papes avec ses odeurs, par exemple. Voilà, les idées ne manquent pas. Le Rhône, on est sur le Rhône, là, puisqu'on est sur une péniche. Rhône, voilà. Le bord du Rhône, ça a aussi ses odeurs. Puis historique, oui. Et puis historique individuellement aussi. Ouais. Passé par des personnes, oui. On a tous des odeurs qui nous rappellent des choses, des moments. La fameuse Madeleine de Proust, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai déposé, en faisant un petit peu un clin d'œil et écrit un article là-dessus sur l'audio olfactif, qui est vraiment le média, le podcast qui invite l'olfaction dans le micro, en fait. C'est le défi. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est d'aller mêler des choses, de faire... parce qu'on fait travailler beaucoup l'imaginaire aussi. Le fait d'être... C'est l'objectif. Est-ce que tu décris l'avion ? Est-ce que tu le décris pas ? Est-ce que tu décris la personne qui parle ou pas ? Puisque comme on la voit pas, il n'y a pas forcément... Moi, je sais que j'écoute aussi pas mal, je crois que tu as travaillé sur la saison 2, Vivre et renaître ici, qui est créé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec Mireille Royer aussi. Voilà. Et c'est vrai que c'est un podcast que j'aime bien parce qu'ils ne mettent pas de photos, même sur la couverture du podcast, il n'y a pas de photos, c'est une illustration qui pourrait être utilisée. Moi, j'en ai écouté un sur le Rhône, justement, mais le Rhône plus haut que dans le Vaucluse. Et je trouve ça intéressant d'aller vraiment jusqu'au bout, de ne pas se dire on va l'utiliser comme un outil touristique, où là on va mettre des photos pour que les gens voient bien de quoi on parle. Et en fait, non, ils ont été vraiment jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout du son et de se dire ok, les gens ils vont l'écouter et ça va leur donner envie de venir. En fait, c'est l'art de la suggestion. Oui. C'est ça. Et alors, c'est ce que j'ai dans cette démarche-là et dans ce qu'on évoque, c'est ne pas tout dire, c'est laisser entrevoir une porte pour que les auditeurs la poussent. Oui, c'est ça. J'avais travaillé pour un podcast pour Marie-Claire, Effervescence, où c'était des personnes un peu connues qui parlaient dire des femmes, de toutes les émotions à travers les sens qu'elles ont eues, mais notamment dans le passé. Et il m'est arrivé souvent de devoir, en tout cas, composer dessus. Parce que j'ai réalisé, mais je composais aussi des nappes ou autre chose pour ressentir, en plus de leurs mots, ce qu'elles pouvaient sentir dans leur passé, etc. Et en effet, là, c'est toujours la question à se poser, est-ce qu'on doit l'entendre ou est-ce qu'on doit laisser justement le silence de l'odeur ? Bon, ce qui est bien, c'est de faire un peu les deux. Oui, c'est ça. Et moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que je trouve que aussi dans le podcast, on se laisse le temps, justement. J'ai l'impression qu'il y a une temporalité qui est un peu différente de quand on prend une photo, à un moment où il faut que la lumière soit parfaite. On travaille sur le temps en audio. En photo, si on pouvait créer un lien avec le temps, ce serait les aplats de couleurs ou ce serait... oui, le silence, ce serait un ciel bleu sans nuages, enfin bref. Immaculé. Mais il y a du silence dans les photos aussi. Mais en effet, on travaille en tout cas sur une temporalité, sur quelque chose qui demande et qui oblige l'auditeur, les auditeurs, à prendre le temps d'écouter, quoi. Ce qui est aussi une responsabilité, parce que
on leur propose de nous donner 1 heure de sa vie. Mais c'est pour leur donner quelque chose aussi. Mais voilà. De partager 1 heure de leur vie. Partager, voilà. Mais oui, il y a une certaine responsabilité. Ouais, c'est vrai que ce que tu évoques là, c'est assez flagrant. C'est comme une invitation à ralentir. Et alors, on fait une pause. On propose une pause finalement du temps qui est ralenti dans un podcast. Alors, bien sûr, certains diront on peut justement mettre sur pause, accélérer, mais bon, si tu tu comprends pas mon propos. Il y en a qui écoutent les podcasts plus rapidement que le débit normal. Moi, je déteste ça, mais... Et puis la vraie pause pour l'auditeur, peut-être, c'est de rien écouter du tout. Oui, mais en fait, peut-être que pour eux, c'est éviter la pause, d'écouter quelque chose. Après, c'est les embarquer et faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc là aussi, c'est une invitation à changer de rythme. Et même dans nos voix, dans la manière dont on parle, je ne pense pas qu'on parle comme ça 24 heures sur 24. On a un autre rythme de la vie quotidienne. Non, d'ailleurs, je pense que quand on se met face à un micro, même si on n'a pas l'habitude, on pose sa voix différemment. Il y a quelque chose qui se passe. On est dans une bulle dans laquelle on embarque nos auditeurs. Enfin, moi, je le vois comme ça. Même si c'est du reportage, par exemple, là, je vais faire alors, du coup, c'est du reportage dans un champ. Donc là, il va y avoir toute la nature qui va se glisser. Il va se passer des choses. Si c'est l'été, t'auras les cigales. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses rafales de vent, mais je vais prendre des feuilles et des fleurs que je vais mettre dans ma main et faire entendre. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Mettre de la matière dans le... Voilà, mettre de la matière. De la SMR. C'est ça. Alors, de la SMR sur du parfum. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de bulles quand on parle. Et j'essaie de comprendre pourquoi, mais quand tu l'utilisais encore, Isabelle, le mot. Mais c'est vrai que, vu qu'on n'a pas l'image, quand là je suis en train de parler, la seule chose qu'ils écoutent, c'est finalement le fil de pensée qui se trouve dans ma tête, quoi. Alors au final, il se trouve dans ma tête pendant que je suis en train de parler. Enfin, c'est comme ça que je le vois, excuse-moi. C'est toi qui rentres dans leur tête et c'est eux qui rentrent dans ma tête, parce que la seule chose qu'on perçoit, moi j'aime bien parler de portrait quand j'enregistre quelqu'un et quand je travaille le montage, enfin quand je travaille l'écriture avec le montage. C'est parce que en effet, une voix, représente véritablement le fil de pensée de la personne, la manière dont elle voit le monde, et la personne ne reçoit au final de ce document que ça. Elle perçoit pas le physique, son visage, etc., qui donnent d'autres informations aussi intéressantes, mais qui peuvent pas faire oublier, mais disons, quand on enlève une information, on donne plus d'importance à ce qu'on garde. Ce qui fait que voilà, l'importance véritablement, c'est comment la personne va penser, réagir, quel est son tempérament, son caractère. Et c'est le portrait, finalement, il est intérieur. Et il n'est pas physique, même si physiquement, on est aussi dans notre comportement ce qu'on est intérieurement. Mais bon, bref, c'est ouais, mais je vais pas les faire endormir les auditeurs alors qu'ils n'ont pas fini leur tisane. Non, et puis voilà, moi je trouve qu'effectivement, c'est comme on laisse qu'un sens, c'est-à-dire juste l'ouïe. On s'attache à ça et on se focalise sur le contenu de ce que la personne dit ou de ce qu'on entend comme son. Vraiment, on n'a pas d'autre alternative. Quand il y a une vidéo, potentiellement, si la personne est moins intéressante, on va aller se raccrocher, regarder ce qu'il y a derrière, si elle se gratte la tête, si elle fait des choses. Les faux raccords, tout ça, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on n'a rien d'autre. Dans la vidéo, on est obligé d'essayer de ne pas perdre le spectateur visuellement et auditivement. Il y a deux enjeux. Alors que là, c'est juste auditivement et visuellement, il peut faire autre chose. C'est ça. Ou il peut ne rien faire aussi, ce qui est moins le cas. Ça arrive. C'est bien. Enfin, moi, j'adore en tout cas me poser dans un hamac ou juste fermer les yeux et écouter juste un podcast. Alors, potentiellement, je m'endors. C'est pas grave, j'écoute la suite plus tard, mais ça fait du bien. Enfin, de justement rien faire. Effectivement, c'est l'avantage du podcast aussi, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Donc ça, c'est une autre manière de toucher les gens. Eh bien, on arrive déjà au bout de cette émission. Je pense qu'on aurait pu parler du montage. On n'a pas trop eu le temps non plus. Tu parlais d'écriture dans le montage, mais il y a ça aussi qui est un peu intéressant.
Dans tes interviews, toi, tu fonctionnes comment, Isabelle? Moi, j'interview, je nettoie, j'enlève, oui, parce je qu'il y a sélectionne. toujours un peu de ménage à faire derrière sur les pistes. Et j'ai une partenaire, les Belles Fréquences, qui fait le mixage et le montage. Bonjour Alice. Bonjour Alice, à qui je rends hommage parce que franchement, elle fait un super boulot. Elle a compris la ligne alors éditoriale au sens large. Et j'ai de moins en moins besoin de lui indiquer ce que j'aimerais. Alors, elle se plonge dans les interviews et elle les suit. Et je la remercie parce que vraiment, c'est un partenariat qui porte les voix. On appelle l'habillage. Et donc, c'est relativement ça, mais il faut mettre ces fameuses virgules sonores. Elle les met, je lui dis même plus où les mettre et surtout quoi mettre. Et elle a cette sensibilité. Alors, je lui donne une intention en fonction de la personnalité que j'ai eue en face de moi et du client. Mais voilà, donc elle s'occupe du mixage, du montage et moi je diffuse. Voilà, c'est un beau duo. Ça se passe très bien comme ça. C'est ça, un bon partenariat. Ouais, hommage auquel on lui rend, Alice Krief. Et toi, tu travailles sur le montage Énormément. Ouais. J'ai fait surtout ça. Surtout là, je pense que quand tu enregistres cette personne dans l'avion, tu dois avoir des heures de rush. 30 heures. Sachant que des fois, pour 2 heures d'interview, je peux passer 3 jours à monter. Ouais. Parce que je cherche, parce que j'essaie le fait de poser un micro devant une personne n'est pas naturel non plus pour la personne et pour ce qu'elle va dire. Et donc, il faut réparer, on va dire d'une certaine manière. Je parlais d'interprétation tout à l'heure. Ça peut être un mot qui est compris de la mauvaise manière, mais disons qu'il faut traduire, traduction aussi, pour redonner du naturel et puis pour que la personne se reconnaisse comme c'est presque jamais reconnu en s'entendant, quoi. Et pour être au plus près, c'est toujours la justesse pour moi. Donc quand tu dis 3 jours, ça veut pas dire que tu travailles 3 jours, 10 heures par jour sur la même piste. Tu le pour 2 fais, heures, tu le réécoutes. Pour 2 heures de montage, oui, je peux travailler 3 jours à plein temps pour les 2 heures. Mais tout en suivant ou tu prends des pauses à des moments pour. Enfin, moi, c'est ce que je fais un peu. Les pauses, c'est très très important. Ouais, c'est ça, parce que moi, quand ouais. donc pas dans ce type d'émission-là, mais dans les rencontres où je coupe mes questions, donc pareil, il faut que il y a énormément de montage derrière. Il y a un moment, il faut que je me laisse dans un coin et que je revienne plus tard, parce que sinon, oui, tout à fait. L'oreille, elle entend plus rien. Tout à fait. C'est horrible. C'est pour ça que des fois, j'aime bien composer. Des fois, j'aime bien revenir à la voix. Oui, c'est vrai que toi, t'as la musique à côté. Ouais, c'est ça. Mais ça revient au même. En tout cas, c'est avec la composition musicale que j'ai acquis finalement cette posture de... Comment on appelle ça quand il faut... Cette posture de patience. Il y a énormément de patience à avoir. De patience, d'écoute, et puis mais c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on monte une voix comme ça, on commence à comprendre qui est la personne, et chaque chose qu'on ressent, au final, il faut le déceler, il faut déceler ce qu'on ressent en entendant la personne, pour et ça nous donne les indications d'importance de ce qu'on va garder, de ce qu'on va pas garder, de ce qui nous émeut ou pas. Et parfois, c'est des petites choses anodines, des silences, comme tu dis Isabelle, des respirations, certains mots qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais en fait qui donnent ce qui elle est. Et ce qui elle est permet de comprendre ensuite ce qu'elle dit du sujet. Et ça, c'est ce que Julien Saint-Nobory appelle les bouts de gras. C'est ce que souvent on enlève, mais en fait, on en garde plein parce que c'est très utile. C'est ce qui donne ce dont on a besoin finalement tous, quoi. Ah, super. C'est une belle manière de terminer. On va passer au petit moment promo. Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, dans toutes les applications de podcast, Spotify, Deezer et compagnie. On dit ça comme si c'était simple, mais en fait, c'est assez compliqué. Hein. Oui, alors toutes les applications, les plateformes d'écoute auxquelles vous êtes abonnés. La Voix du Parfum, VOIX, La Voix du Parfum. Pas VOIE. C'est ça. Voilà, la voix VOIE, c'est le chemin. La voix VOIX, c'est celle que vous entendez maintenant. C'est ça. Sur YouTube, une chaîne YouTube. Et puis, selon les clients, partenariats, maisons de parfum en particulier, qui vont aussi diffuser sur leurs réseaux sociaux. LinkedIn étant quand même un bon tremplin pour diffuser ces podcasts, et également mon site internet damotalhaute.com. Et puis peut-être, là c'est un peu tôt pour définir des partenariats à venir sur des plus grandes échelles, et je vous en dirai
plus. On espère voir cette tard. expo olfactive, sonore. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Et toi, Théo ? Et voilà, la même chose. Jardin d'hiver, qui me tient à cœur et dont j'espère très bientôt faire un nouveau documentaire. Donc, c'est des documentaires individuels, longue durée. Le dernier, j'ai mis 10 ans à le travailler, comme tu disais. Ouais, donc le Vraiment dernier, 10 c'était ans. avec des cassettes que tu avais retrouvées chez toi, des vieilles cassettes avec des bandes. On en parlait en off, tout à fait. Avec des bandes qui étaient des cassettes que ma mère avait enregistrées quand elle était femme de ménage dans une maison de retraite. Mais il y a aussi, donc ça c'est une excursion extraordinaire, il y a aussi Avec le vent qui est... Ça, c'est plutôt ma grand-mère qui parle de son adultère avec un de ses étudiants quand elle était prof de lycée. Et c'est une histoire qu'elle raconte et qui est mise en parallèle avec le regard des enfants, de 4 de ses enfants, qui étaient, on va dire, qui témoignent d'une certaine manière de leur ressenti par rapport à tout ça. Bref, plusieurs documentaires dans Jardin d'hiver au pluriel, mais il y a aussi mon site internet théoboulanger.com. Où là, on retrouve tous les podcasts sur lesquels tu travailles. Boulanger avec un E, N-E-N-G-E-R. Et voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Pour conclure, est-ce que vous avez un son que vous adorez et que, je sais pas, qui à chaque fois vous fait... Alors moi, personnellement, c'est les ruisseaux quand il y a des galets, l'eau d'un ruisseau, pas trop fort, mais pas trop petit non plus. Ça, c'est le genre de son qui me transporte à chaque fois. Est-ce que vous en avez un comme ça ou pas, hein, vous avez le droit. Oui, c'est le son de la brise dans les arbres. Pas du vent, mais une brise. Oui, pas un Mistral. Non, pas le Mistral, ça je me réfugie sous ma couette. Le son d'une brise dans les arbres qui est assez particulier. Voilà, je peux pas le décrire, mais il me calme. On a l'impression que tout les de arbres, ils suite. parlent dans ces Voilà, cas-là. ils chuchotent, les arbres chuchotent. Et les oiseaux s'y glissent entre deux. Et puis quand tu as l'odeur de l'humus après quelques ondées, bon voilà. Voilà, fermez les yeux, vous allez voir ça. Moi, j'allais dire exactement la même chose. Voilà. J'arrive juste après. Et c'est notamment un son que j'avais enregistré qui dure 2 minutes 30, je crois, dans les hauteurs de Man. Donc, Man, c'est un petit village à côté de Fort-Calquier. Je me baladais avec mes micros. Je faisais des enregistrements sonores à l'époque, une bibliothèque de sons. Et c'était des chênes en automne. Ils avaient encore leurs feuilles, mais ils étaient un peu mortes. Donc, du coup, en effet, le bruissement était magnifique. Et ce son-là, je l'aime tellement que je le place dans tous les documents terre qui me sont chers. Donc, un peu comme Hitchcock qui passait dans ses films, toi tu as ton son qui revient. Dans tous les documentaires donc, de Jardin d'hiver qui sont présents, ce son est présent. Je ne vais pas les écouter de la même manière. Il y a aussi des documentaires professionnels qui me plaisent et donc je le place de temps en temps parce que c'est un moment rassurant, un moment de calme. Comme si on était ensemble. Et on dit les anges passent quand il y a un silence, mais on est bien. Et souvent, je mets ce son. Ah, génial. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Un petit coucou à Caroline Bindel de Cité Radieuse qui parle de Marseille, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir. Mais voilà, on lui fait quand même un coucou. Et puis aussi, merci à Séverine de la Péniche Altea qui nous a offert ce bel écrin pour enregistrer cet épisode, puisque nous sommes sur une péniche sur le Rhône, face au Palais des Papes. Alors, j'espère que cet épisode vous a donné envie de fermer les yeux et d'écouter votre monde et celles et ceux qui en font partie, peut-être un peu plus en détail. Et puis, foncez écouter les podcasts, tous ceux qu'on a cités, je les mettrai en référence sur mon blog. Et puis, maintenant, on va aller prendre une tisane et au lit. Esperluette. Esperluette.